Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver malgré la canicule dans ces lieux parfaitement climatisés que nous apprécions pour la dernière conférence de Dimitri Labourie, donc de ses propos sur l'art. Et aujourd'hui, il va nous parler des peintres des tombes de la nécropole de l'élite à Thèbes sous la XVIIIe dynastie, donc aussi une partie du projet qu'il mène dans la nécropole thébaine. Et Dimitri, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laurent. Je voudrais redire combien je te suis reconnaissant de cette invitation et que je suis heureux d'être parmi vous, même si c'est la dernière fois de ce cycle. Je n'ai pas une petite larme à l'œil, mais j'en suis quand même triste de devoir arrêter là. Donc, c'est le quatrième cours de cette séquence. Je vais commencer comme à mon habitude maintenant ici par un petit rappel pour souligner ce que l'on a déjà vu qui va reposer en quelque sorte le cadre pour la suite de mon exposé d'aujourd'hui. Donc, on avait commencé par une évaluation externe et interne, donc avec les critères de l'histoire de l'art général, mais aussi avec des critères plus émiques de l'art égyptien qui nous ont montré qu'il existait bel et bien un discours et surtout une théorie pharaonique concernant l'art et ses artistes dans l'Égypte ancienne. On a vu également que la production artistique constituait en fait une préoccupation majeure de la société pharaonique et ça impliquait évidemment le rôle tout aussi majeur que pouvaient exercer en fait les artistes dans cette société avec une valorisation sociétale qui est tout à fait manifeste, qui me semble indiscutable. J'espère avoir pu vous en convaincre. Alors, comme dans toute société, tout participant à la production artistique ou imagière n'était pas nécessairement reconnu comme un artiste dans l'Égypte ancienne. C'est une des choses qu'on a essayé de mettre en évidence lors de l'exposé précédent, avec donc une grande diversité de statuts et de compétences qui font qu'en Égypte, comme dans toute société, un artiste n'est certainement pas l'autre. Et c'est ce qui justifie évidemment le fait que donc on avait constaté qu'il y a des artistes savants, des artistes polymathes que la Renaissance avait tendance à appeler les artistes savants, les docti pictores, qui dirigeaient en fait une force artistique, ce que j'ai proposé d'appeler une task force artistique ou une art force des pharaons, qui était composée d'une myriade, d'une véritable armée de spécialistes dont l'autonomie artistique était nettement plus restreinte en dehors de leur champ d'expertise particulier, une expertise souvent technique, ce que l'histoire de l'art des temps modernes ou les artistes des temps modernes ont appelé les piniculi ductores, les conducteurs en fait de pinceau. Et donc ça pose la question évidemment de savoir si c'était une bonne situation, ça, dans l'Égypte ancienne, d'être un artiste. Et pour y répondre, dans ma volonté de développer un propos qui articule l'analyse égyptologique avec un point de vue plus émique, j'aurais pu être tenté de poser cette question à un Égyptien. Et j'aurais pu laisser évidemment Édouard Baird commencer à le faire, mais peut-être un petit peu plus sérieusement, il convient de rappeler qu'Hirtisen nous a donné les clés, les 4 critères de valorisation d'un artiste dans une perspective égyptienne. 4 critères qui sont précisément énoncés dans un ordre qui est hiérarchique. Et donc on a vu qu'on a pas mal de spécialistes qui ont des compétences techniques, ça c'est assez répandu. Ceux qui ont une expertise iconographique, c'est déjà un peu plus restreint. Ceux qui maîtrisent en fait l'art des proportions et des compositions, c'est encore plus restreint. Et les grands artistes qui sont au-dessus, c'est ceux qui ont ces connaissances savantes et religieuses nécessaires à la production de l'art égyptien. Et donc découlé de tout cela, un modèle, en fait, ou 2 modèles d'action et d'interaction différents selon l'identité du commanditaire. Et ça, c'est vraiment très important à garder en tête quand on aborde l'art égyptien. Il y a une opposition à toujours maintenir à l'esprit entre les productions royales et les productions privées avec des commanditaires privés. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre ces éléments qui relèvent presque des principes de l'histoire de l'art général en réalité, les mettre en application sur un cas concret qui est celui qui m'occupe, je ne vais pas dire au quotidien, j'aimerais bien, mais j'ai souvent d'autres choses à faire malheureusement, mais qui est le cœur en fait de mes recherches, c'est celui des artistes responsables de la décoration des tombes de la nécropole de l'élite à Thèbes sous la XVIIIe dynastie. C'est ce qui explique l'intitulé de ma leçon d'aujourd'hui. Alors, vous connaissez tous évidemment la nécropole thébaine qui figure en bonne place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
qui se déploie donc dans la plaine en face de l'actuel Luxor, à la lisière entre les terres de culture et le champ archéologique des vestiges funéraires. Vous savez où elle se situe, par rapport en quelque sorte à la vallée des rois, c'est une sorte de contrepartie privée par rapport à la vallée des rois, et qui est non loin aussi, c'est presque une enclave en fait dans la nécropole thébaine du village de Der el-Médine, sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Alors j'ai été amené, et ça me permet de lui rendre à nouveau un hommage, j'ai été amené à travailler dans cette nécropole au début de ce siècle, ce qui ne me rajeunit pas, avec Roland Thévenin, qui fut l'un de mes maîtres, qui a initié la mission archéologique belge dans la nécropole thébaine. Et lorsque le ravisseur, comme disent les textes égyptiens, s'est emparé de Roland Thévenin, eh bien son successeur Laurent Bavet m'a contacté pour qu'on monte une mission commune qui est maintenant placée sous l'égide en fait de l'Université de Liège, l'Université libre de Bruxelles s'étant retirée du projet. Donc c'est un peu mon terrain de jeu, si vous voulez, sur lequel je vous amène aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il fait exactement la même température à Thèbes pour l'instant qu'ici à Paris. Alors c'est un terrain de jeu particulièrement intéressant pour l'histoire de l'art, parce que, comme aimait à le rappeler Roland Thévenin, c'est le plus grand musée en plein air de peinture antique de toute l'histoire de l'humanité, bien même plus en superficie que ce qu'on a à Pompéi, par exemple. Et donc il y a une diversité de pratiques picturales, de pratiques artistiques qui sont déployées. C'est un terrain de jeu tout à fait privilégié pour étudier justement ces pratiques d'artistes, et en particulier dans un contexte d'émulation sociale. Donc je vous ai expliqué que quand c'est le roi qui dirige, il n'y a pas d'émulation puisque le roi par définition est le meilleur, donc les artistes n'émergent pas. Par contre, quand on va le voir aujourd'hui, quand il y a une émulation entre les propriétaires de ces tombes de particuliers, qui sont évidemment des membres de l'élite, qui font partie des 8% de l'élite dirigeante de l'Égypte ancienne, au grand maximum 8%, eh bien ils sont en compétition, on va y revenir. Et donc cette compétition, elle génère en fait des mécanismes artistiques qui permettent à l'artiste d'émerger et à l'historien de l'art de les traquer. Et c'est un petit peu la mission que je me suis assignée dans cette nécropole. Alors je ferai référence ici à une publication de mon collègue Laurent Bavet, qui date de 2010, mais publiée au bulletin de la Société française d'égyptologie, qui montrait le développement du secteur où nous travaillons, où on peut voir rien que par le plan des tombes qu'il y a une émulation, puisque les tombes 99 et C3, qui sont à l'origine les plus anciennes dans cette partie de la colline, sont copiées, comme vous pouvez le voir, par les tombes 29 et 96 qui viennent juste après. On augmente le nombre de piliers à chaque fois sur un même plan, donc ça montre je veux une tombe plus grosse que mon prédécesseur, et la génération suivante fait exactement la même chose jusqu'à des catastrophes comme la tombe 93, qui était trop ambitieuse et qui s'est effondrée sur elle-même. Alors cette ambition, elle peut se déployer sur différents plans. Bien sûr, il y a la taille, mais il n'y a pas que la taille, il y a aussi la qualité. Je prends ici l'exemple de la tombe 11 de Djehouti, qui porte le même nom que le dieu, et c'est pas anodin aux yeux de Djehouti, qui était un haut personnage du règne de Hatshepsut, qui est étudié par la mission espagnole de mon collègue et ami José Manuel Galán, qui est une tombe très étroite dans un endroit très stratégique sur un plan rituel par rapport aux circulations de la barque d'Amon, et où Djehouti a voulu absolument être à cet endroit parce que c'est un lieu stratégique sur un plan rituel, et développer une tombe qui est très sophistiquée avec des hymnes en écriture cryptique, en cryptographie, qui ont rendu cette tombe célèbre. Et Djehouti, on sait, était quelqu'un qui était très impliqué dans la production artistique. Il a même réussi à se faire représenter sur les murs des temples de Hatshepsut, ici à Der el-Bahari, et il pourrait être, selon certaines hypothèses, à l'origine du programme décoratif de certains aspects de ce temple d'ailleurs. Alors tout ça s'inscrit dans un projet de recherche dont je vous ai déjà parlé, qui est le projet sur les peintres et les pratiques picturales dans la nécropole thébaine sous la XVIIIe dynastie, que j'ai pu initier il y a une quinzaine d'années grâce à un mandat d'impulsion scientifique du FNRS, et je tiens à réexprimer à nouveau mes remerciements au FNRS et à mon alma mater, l'Université de Liège, pour avoir soutenu cette démarche. Alors, si on veut, dans ce contexte, essayer d'identifier les peintres, comment est-ce qu'on va faire? Le premier critère qui vient à l'esprit de tout égyptologue digne de ce nom, c'est les inscriptions. Et c'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a des signatures? Alors, je vous dis tout de suite, il y en a. Si j'ai fait un point dans mon PowerPoint, il y en a. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, on a tout d'abord, je vais vous lister celles qu'on a en fait. Donc, on a tout d'abord, sous le règne de Thoutmôsis III, dans la tombe thébaine 82, la tombe de l'intendant du vizir Amenemhat, une scène de banquet où Amenemhat remercie, donc vous avez une scène de banquet au-dessus où il rend hommage à ses patrons.
puisqu'il est secrétaire du vizirat. Et puis en dessous, vous avez un registre où, sur un modèle tiré de l'Ancien Empire, il rend hommage, il invite à un banquet pour les payer, en fait, les rémunérer, les artistes qui ont réalisé sa tombe. Malheureusement, c'est assez mal conservé. En dessous, on a la mention d'un sculpteur qui a fait les statues de la tombe. Et au-dessus, on apprend qu'il y a son fils, qui semble-t-il est scribe et qui a dirigé les travaux dans cette tombe. Avec les restes de hiéroglyphes qui subsistent, on peut reconstituer ce texte. Et derrière lui, il y a un peintre qui s'appelle Ahmose, sans plus de précision. Alors, on a un cas assez parallèle dans une tombe contemporaine d'Amen M. Ousekhet, qui est peut-être même apparenté, une tombe hélas non publiée, peut-être apparentée à Amenemhat, le propriétaire de la tombe Thében 82, qui a une formulation un peu identique. Vous voyez, la tombe est très très mal conservée, mais là, on devine les hiéroglyphes d'un zesh, un scribe ou un zeshket, selon moi, qui a Ispen, qui a réalisé cette tombe. Et en fait, on s'inscrit dans une vieille tradition qu'on a vue ensemble, qui remonte à l'Ancien Empire. Je vous montre ici deux exemples du Moyen Empire, parce qu'ils sont un peu plus jolis, en termes d'état de conservation, qui font référence à cette idée de peintres qui s'auto-représentent dans leur composition et qui signalent « c'est moi qui ai fait ou qui ai décoré en fait cette tombe ». Alors les autres cas sont un peu plus intéressants, vous allez le voir tout de suite. S'inscrivent aussi évidemment dans cette tradition. Je commencerai par Païri d'El-Kab, propriétaire de la tombe El-Kab 3, mais qui apparaît d'abord dans la tombe El-Kab 5, qui est la tombe de son grand-père, le vétéran Ahmose, fils d'Abana, et dont vous le savez, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, il va terminer en fait sa carrière comme gouverneur du double district d'Esna et de El-Kab, sa ville natale. Et dans sa biographie, il va avoir cette phrase vraiment interpellante et intéressante qui dit que c'est son pinceau, avec un jeu de mots sur le pinceau du scribe et le pinceau du peintre, qui a fait de lui une célébrité, un rechechi, c'est-à-dire une sorte d'influenceur youtubeur de l'époque, si vous voulez. Alors, cette scène de Païri d'El-Kab dans la tombe de son grand-père, c'est intéressant de la replacer, elle se trouve sur le mur focal, le mur qu'on ne peut pas éviter quand on rentre dans cette tombe, juste en tout petit à côté de son grand-père, où il précise que c'est lui qui a, donc le fils de sa fille, qui a dirigé tous les travaux dans cette tombe, en tant que celui qui fait vivre le nom du père de sa mère, au cas où vous auriez loupé, manqué le rapport généalogique, et puis une colonne entière pour nous dire qu'il est peintre d'Amon et qui s'appelle Païri. Alors ce Païri, il est partout, sur toutes les parois de cette petite tombe monocamérale. Et aussi à l'extérieur, je voudrais juste attirer votre attention sur deux éléments épigraphiques, puisque l'étude de l'épigraphie de cette tombe par Vivian Davis du British Museum a permis de révéler qu'il avait d'autres titres. Notamment, il avait une fonction par rapport aux gardes des sceaux, au chancelier de l'Égypte, et en fait on a pu reconstituer qu'il était conseiller du chancelier à l'époque, et aussi une activité de scribe comptable du grain dans le district du Sud. Donc c'est un artiste qui cumule en fait des activités professionnelles différentes. Païri est aussi très intéressant parce que dans sa propre tombe, la tombe El-Kab 3, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une reprise de motifs très très importante, des séquences entières de fragments d'une tombe, dont les fragments sont conservés ici de l'autre côté de la Seine, au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, des séquences entières, y compris les hiéroglyphes, qui n'ont pu qu'être copiés sur un support de copie, évidemment, où il semblerait que Païri, je vous fais la version courte, étudiée par Lise Maniqueux, que j'ai reprise en 2017, se soit copié lui-même. En effet, il semblerait qu'il ait été un collègue de Hounsou, le propriétaire de cette tombe dont les fragments se trouvent au musée du Louvre, qui était lui aussi scribe comptable du grain dans le domaine d'Amon. Il semble qu'ils étaient collègues et probablement amis, c'est l'hypothèse que j'avance. Il a fait une tombe très très innovante pour son ami, et il a décidé d'en garder des copies qu'il pourrait réutiliser. Il les a réutilisées pour lui une fois qu'il est devenu un véritable membre de l'élite. Donc ce Païri est vraiment très très intéressant parce qu'il travaille à Thèbes, on peut même lui assigner en fait la réalisation d'une tombe, il est Zeshked Enimen, je vous le rappelle. On trouve sa trace à El-Kab qui est à peu près à 80 km, un peu moins de 100 km au sud, donc il voyage, il travaille à Thèbes mais pas que. Il gère l'ensemble des travaux pour une tombe qui est une tombe, je vous rappelle, qui n'est pas peinte mais sculptée.
Intéressant aussi quant à son spectre de compétences. Il exerce des fonctions de gestion en plus de ses activités artistiques, ce qui va lui permettre de finir sa carrière dans la toute haute administration, dans l'élite, comme gouverneur d'un double district célèbre par son pinceau. Donc c'est une signature qui est en fait très intéressante et qui nous met en relation avec le domaine d'Amon. Autre exemple que j'ai publié dans les mélanges offerts à Betsy Bryan, c'est dans la tombe 75 d'Amenhotep VIc, qui était grand prêtre en second d'Amon sous Thoutmôsis IV. Je fais chaque fois les abréviations des règnes en abrégé, un T4 pour Thoutmôsis IV, qui est un peintre d'Amon à nouveau. On retrouve un peintre d'Amon qui est singularisé dans la composition du banquet devant Amenhotep VIc. Et Amenhotep VIc, comme tous les seconds prêtres d'Amon à l'époque, est en charge de la gestion des ateliers du domaine d'Amon. Donc en fait, il est venu travailler pour la tombe de son boss. Alors, en face, sur la paroi juste en face de celle-ci, il faut évidemment aller dans la tombe pour s'en rendre compte. Oui, vous voyez donc ici, il est signé, il a mis son nom, le peintre d'Amon Ouzerat. On a clairement affaire à ce qu'on appelle en histoire de l'art un autoportrait in assistenza, suivant la typologie d'André Chastel. Mais étant donné qu'on a affaire à une écriture qui est assez complexe, dont la diffusion est assez restreinte dans la société égyptienne, vous voyez qu'il a pris soin de signer figurativement avec une palette de peintre, et le nombre de godets de peinture vous montre bien que ce n'est pas une palette de scribe, il n'y a pas juste rouge et noir, c'est un bic à 4 couleurs, c'est une palette polychrome pour les peintres, et on joue sur les codes de l'art égyptien puisqu'elle elle sort de sa ceinture mais passe devant son bras, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible, mais qui permet d'attirer le regard évidemment du spectateur. Alors je disais, si on est dans la tombe et qu'on se retourne, de l'autre côté, on a une scène où Amenhotep VIc, qui n'avait pas que des amis, comme vous voyez, a été intronisé par le roi, et puis il se déplace vers sa prise de fonction vers le temple d'Amon, symbolisé par un pylône un petit peu hiéroglyphique, et dans le cortège, on retrouve un personnage qui lui aussi a une palette, cette fois à la main, avec 6 godets pour la peinture. Et c'est une rime plastique avec la scène qui est en face, où vous avez le décryptage avec le nom de ce peintre. Donc c'est vraiment une signature sophistiquée de peintre savant, de doctus pictor, comme on aurait dit à la Renaissance, pour comprendre qui est l'auteur en fait de ces peintures. Donc un scribe d'Amon. Par ailleurs, l'étude du programme décoratif de cette tombe met en évidence que la scène de cadeau apportée par Amenhotep VIc, dont il a supervisé la réalisation au roi Thoutmôsis IV, c'est une scène qui est directement copiée, dans tous ses détails pratiquement, de la cour des fêtes de Thoutmôsis IV à Karnak. Et je peux vous dire, pour avoir analysé cette scène, que pour reproduire en fait tous ces détails, soit vous avez le copion en poche, soit c'est vous qui l'avez réalisé. Et c'est précisément l'hypothèse que j'ai, en regardant notamment certaines séquences de motifs, qu'en fait, puisque notre peintre est un peintre d'Amon, c'est l'auteur du design artistique de la cour des fêtes de Thoutmôsis IV, et il a repris ça au nom de son chef, le grand prêtre d'Amon second, Amenhotep VIc, pour faire une rime plastique. Et à l'époque, on devait comprendre en allant dans la cour des fêtes de Thoutmôsis IV que en fait Amenhotep VIc signait en quelque sorte la supervision de ce projet. Donc Amenhotep VIc fait réaliser tous ces cadeaux pour le roi les offre aux dieux, et ainsi Amenhotep VIc, par ricochet en quelque sorte, offre aux dieux. Donc le propriétaire, il trouve son compte, et c'est essentiel, vous le savez. Dernier exemple que je voudrais évoquer ici, qui est le dernier de ma liste, en fait, c'est dans la tombe très célèbre aussi de Nebamon et Ipuki, une génération plus tard, sous Amenhotep III, qui sont 2 sculpteurs qui ont mis leurs moyens en commun pour faire une tombe mutualisée. Vous avez cette scène où on supervise un atelier. Alors, il y a juste un trou, hein, vous voyez, la tombe était tellement belle qu'elle a été sauvagement pillée à plusieurs reprises. Mais heureusement, on a des copies des époux Davis, et ce qui m'intéresse, c'est l'élément qui est au centre, le point focal, le seul personnage qui porte un nom, qui est nommé, et ce fragment a été retrouvé, il se trouve aujourd'hui au Princeton University Art Museum aux États-Unis, et c'est l'exemple que j'ai utilisé chaque fois pour faire mes rappels en début de conférence. Vous pouvez lire ou deviner qu'il s'agit en fait du peintre d'Amon, Parennefer, Pasanizout, pardon, le prince, hein, c'est son nom, qui est le seul à être mentionné dans cette tombe et qui, à nouveau, est un peintre d'Amon.
Et donc on peut s'amuser à essayer de reconstituer en fait l'environnement des grands peintres d'Amont, notamment grâce à cette fameuse stèle qu'on a vue à plusieurs reprises dans les exposés précédents, du directeur des peintres d'Amont, Dédia, qui se trouve donc à nouveau au musée du Louvre, où on a sa généalogie avec cette génération de grands peintres d'Amont, de chefs des peintres d'Amont, et puis on peut situer en fait nos peintres et avoir un petit peu une poche documentaire, reconstituer en fait l'environnement artistique, mais je n'irai pas plus loin ici. Donc ces signatures, elles nous montrent qu'il y a un gestionnaire de projet, ou un maître d'œuvre, comme on dit en français, qui dirige, avec cette notion très intéressante de maître d'œuvre et maître d'ouvrage que permet la langue française, qui dirige les travaux dans la tombe qui Kerep Kaut Em Ispen en égyptien. Alors ce maître d'œuvre, typiquement, évidemment, c'est un descendant, mais ça peut être aussi un peintre au talent multiple, un peintre qui sait gérer un chantier architectural avec des décorations en relief. Et ça s'inscrit à nouveau dans une tradition de zéchouquettes, de peintres qui ont fait cette tombe. Ici, les deux exemples du Moyen-Empire que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ces peintres polyvalents ou polymathes, je pense qu'on peut les appeler ainsi, ils sont affiliés à une institution royale. Sous l'Ancien Empire et le Moyen Empire, c'est plutôt statistiquement la résidence ou le roi lui-même. Ici, au Nouvel Empire, c'est plutôt en fait le domaine d'Amont. Et on peut trouver des parallèles dans d'autres nécropoles par rapport aux grands temples locaux. Comme on le savait déjà, ces artistes ont manifestement des clients privés. On le savait avec notamment le cas très très clair du sculpteur royal Thoutmose à Amarna. On a vu ensemble que sa maison est adaptée, elle est conçue pour recevoir des clients privés qui se traduisent dans la collection d'esquisses en plâtre qu'il pouvait présenter à ses futurs clients. Donc ces artistes royaux ont manifestement, c'est indubitable, des clients privés, et notamment des membres de leur famille ou des collègues, et probablement aussi des amis. C'est le cas, je pense, de Paeri d'Elkab avec la tombe d'Unsu, puisque ces deux personnages travaillaient dans l'enregistrement administratif du grain dans la région de Thèbes, tous les deux, à la même époque. J'ai du mal à imaginer que ce soit un hasard. Et cette tombe de Unsu, dont les fragments sont conservés principalement au musée du Louvre, il y en a un petit peu ailleurs, elle est très 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 innovante. Elle a un programme décoratif très très rare. Je pense aussi que c'est probablement le cas pour notre peintre Passanizout, le prince de son nom en français, qui a travaillé dans la tombe de deux collègues, Nebamon et Ipuki, qui sont des sculpteurs qui travaillent à nouveau dans le périmètre, dans le domaine d'Amont. J'avais évoqué dans la discussion qui a suivi ma conférence la semaine passée aussi les cas. On a quelques cas. J'avais évoqué cette statuette du Musée national d'Athènes où vous avez le nom d'un personnage. Donc c'est une très belle petite statuette qui fait un peu moins de 20 cm de haut, en alliage cuivreux, avec quelques éléments d'or. Et le texte nous dit que c'est au nom d'un certain Hépou, sans le moindre titre, mais il a un frère qui est un orfèvre qui s'appelle Chelena et qui est l'auteur évidemment de cette œuvre. Donc cette employabilité au sein de son réseau social des artistes est très très bien attestée en histoire de l'art, y compris en histoire de l'art égyptien. Troisième point, c'est ce que j'ai appelé la théorie de Der el-Médine. Étant donné la proximité topographique entre la nécropole thébaine et Der el-Médine, qui est vraiment une enclave, en fait, une sorte de Kaliningrad dans la nécropole de l'élite, eh bien, on a souvent imaginé qu'en fait, il suffisait, comme aurait dit Philippe Derchin, de les marier. Vous avez des tombes peintes, des peintres juste à côté, marions-les, aurait-il dit, pour trouver en fait l'identité de ces peintres. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, vous en doutez, et la théorie, elle avait été formulée par John Roemer en 1994, qui avait proposé un raisonnement statistique en corrélant. Alors, déjà, l'établissement de ces statistiques est très problématique, mais en corrélant le taux de production des tombes royales et le taux de production des tombes privées. Et même si ça ne coïncide pas tout à fait, il y voyait une convergence qui l'incitait à penser ce sont les gens d'Er el-Médine qui, quand on leur demande de travailler plus dans les tombes des rois, travaillent aussi plus dans les tombes des particuliers. Alors, j'ai repris en fait cette théorie dans un article publié en 1923 dans les actes du Theban Workshop publié par Betsy Bryan et Peter Dorman. En essayant d'un petit peu revoir ça, puisque l'objectif de l'article, c'était a reassessment.
Alors, je ne vais pas vous traduire évidemment cet article dans ma conférence, je vais essayer d'aller vraiment aux points essentiels. Le premier élément, c'est que l'institution de la tombe, qu'on appelle Pakher en égyptien, à Der el-Medina, a duré plus de 500 ans et a considérablement évolué évidemment à travers le temps. C'est comme si on prenait la fin du Moyen-Âge jusqu'à nous. Évidemment, c'est un laps de temps qui est très très considérable. Et cette communauté a terriblement évolué sur un demi-millénaire d'existence. Si on fait fi des services que les gens d'Er el-Médine, surtout à l'époque ramesside, parce qu'on connaît surtout d'Er el-Médine par la porte d'entrée ou la fenêtre de l'époque ramesside, si on fait fi du fait qu'ils se sont entraidés, donc un menuisier demande à un peintre de l'aider à finir un cercueil, ce genre de choses, les darcides de Der el-Médine ont en définitive pas beaucoup travaillé en dehors de leurs activités pour le roi. Et le phénomène est surtout attesté, donc ces activités en dehors de Der el-Médine, pour la 20e dynastie, et j'ai même envie de dire la fin de la 20e dynastie, avec la figure exceptionnelle d'Amenhotep, fils d'Amenakté, dont je vous ai déjà parlé, qui est une star de son temps. On l'avait vu, il est l'auteur de la décoration avec quelques copains d'Er el-Médine qu'on sait identifier d'ailleurs, Orimin notamment et son fils Amenakté. Il est l'auteur du programme décoratif et de la réalisation du décor de la tombe 65 de Imi Seba, qui est chef archiviste à Karnak. Et il a aussi signé, à travers un autoportrait in assistenza, la toute petite tombe de Kinébu, qui est un prêtre Ouab d'Amon de l'époque de Ramsès VIII, juste le règne précédent, avec une signature aussi où on apprend que cette tombe a été faite en à peu près 3 mois. Mais c'est très 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 particulier, c'est lié à la personnalité d'Amenhotep, fils d'Amenakté, qui, je le répète, est une star de l'époque, c'est lié aussi à l'époque de la 20e dynastie, et donc on ne peut pas transposer en fait le modèle sur le reste de la vie des artistes, artisans et ouvriers de Der el-Médine. Alors quand on en vient à la 18e dynastie, justement à Der el-Médine, eh bien les tombes décorées sont très rares. J'en ai dénombré 7, avec une qui est un petit peu problématique, mais je pense qu'elle en fait partie. C'est-à-dire que ça représente moins de 3% des tombes, j'ai écrit 2 fois tombes, des tombes de l'époque sur ce site. Et jusqu'à l'époque attoniste, il faut bien constater que ces tombes décorées témoignent en fait de sérieuses limitations. J'essaye de rester poli et gentil. Sérieuses limitations, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces peintres, je vais m'en expliquer dans quelques instants. Sérieuses limitations dans l'autonomie artistique de leurs décorateurs, qui sont en contraste flagrant avec la culture figurative et textuelle des tombes de l'élite contemporaine, à quelques centaines de mètres de là. Alors on avait vu ensemble déjà le cas de la tombe thébaine 340 d'Amenemhat, réalisée ou signée par son fils Sénéfer, cette toute petite tombe, un petit joyau réalisé par un fils manifestement très pieux qui a voulu commémorer la mémoire donc de son père, dont le programme décoratif, on l'avait vu, est inspiré directement des stèles, de la culture funéraire de base en fait que Amenemhat et Sénéfer devaient visualiser tous les jours. On a vu ensemble que la signature de Sénéfer est truffée de fautes d'orthographe, j'ai envie de dire, en écriture hiéroglyphique, avec des signes qui sont pas très acceptables à un examen d'égyptien dans n'importe quelle université égyptologique aujourd'hui, et avec des abréviations suivant le système de l'acrophonie abjadique, ce que je vous avais expliqué la fois passée. Alors, si on pousse un tout petit peu plus loin, quand même, je voudrais souligner quelques arguments d'histoire de l'art. Vous savez que dans l'art égyptien, normalement, les textes sont coordonnés en termes d'orientation par rapport aux personnes auxquelles elles se rapportent. Donc ici, vous avez une double inscription de vénération des dieux funéraires Osiris et Anubis par Amenemhat. Il est orienté suivant ses flèches, et quand on regarde le texte, c'est en sens inverse, parce qu'en fait, il ne connaît pas les codes d'orientation qui régissent l'art égyptien, parce que je suis absolument convaincu que ce Sénéfer, il est sorti de sa zone de confort. La première fois que je l'ai présenté à mes étudiants, ils m'ont dit « mais en fait, il est stupide, il n'a rien compris », et je leur ai dit « non, c'est un génie ». Parce qu'en fait, il a su faire des choses qu'il n'a jamais appris à faire. Donc c'est un vrai génie. Il a notamment appris à écrire tout seul, sans qu'on lui apprenne, exactement comme notre saint patron Champollion d'ailleurs. Alors, voyez aussi que certains signes sont rejetés hors du panneau hiéroglyphique. C'est quelque chose qu'on aborde dans l'art égyptien, évidemment.
Et alors, quand on regarde les formules toutes faites qu'il a apprises, comme ici, Het Ebdi Nizut, ça va être les 2 premiers cours d'écriture hiéroglyphique dans nos universités, il les compose pas très très bien, alors qu'il y a une composition naturelle. Et puis, on a des inversions comme Hekajet, Seigneur de l'éternité, qui est écrit Jet Heka, avec des inversions, une approximation dans la culture hiéroglyphique qui dénonce en fait un niveau très très restreint de littératie, parce que c'est quelqu'un qui a appris tout seul. Et d'ailleurs, dans le mobilier funéraire de la même époque, Daniel Soliman avait repéré toute une série d'erreurs tout à fait comparables, des écritures de noms comme Djehouti par exemple, en alphabétique, ce qui ne se fait pas en écriture hiéroglyphique, comme vous le savez tous. Il est d'ailleurs très intéressant de constater que dans la Vallée des Rois, dans le travail de ces peintres de Der el-Médineh, quand on change les modalités de travail, comme ici avec Amenhotep II, on commence à avoir des grandes représentations figuratives du roi sur les piliers, etc., qui ne sont plus en style linéaire, eh bien, on leur demande de faire des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et donc ici, vous voyez le nom de Anubis devant sa butte. Sa butte est coupée en 2, ce qu'on ne devrait pas faire dans un texte normalement réalisé suivant les normes donc, de l'écriture, de l'épigraphie égyptienne. Et le reste des tombes de cette époque préamarnienne, c'est la même chose. Ici, la tombe 354 d'un inconnu. Pourquoi ? Parce que les panneaux de texte ont été préparés mais n'ont jamais été remplis, parce qu'ils n'ont pas pu trouver un copain ou un collègue qui était capable de les écrire, et donc la tombe est restée telle. Même type de programme décoratif de base, hommage aux défunts, hommage aux dieux funéraires en composition antithétique. Et alors, quand on lève la tête au plafond, on voit qu'ils ont essayé d'imiter les décors des tombes de l'élite avec ces compositions de tapisserie, en fait, qui sont absolument sophistiquées, qui nécessitent un code de décryptage qu'on trouve parfois noté sur les embrasures de portes dans les tombes thébaines. Ils ne sont pas habitués à faire ça, et évidemment, ça part en vrille, puisqu'ils ne connaissent pas, en fait, le code de composition, et ça devient quelque chose qui est plutôt comique que bien réalisé, évidemment. Et c'est toujours aussi valable pour la tombe thébaine 8 du chef de la communauté de Der el-Médineh à son époque, puisqu'il est Imier Kaout Enset Ahat, Kha, dont le mobilier funéraire fait la gloire du Museo Egizio de Turin, où quand on regarde cette tombe, on se dit wow, c'est quand même très très bien fait d'un point de vue artistique. Vous voyez les plafonds, là c'est maîtrisé, c'est très très beau. Je ne vais pas rester trop longtemps, mais c'est très très beau esthétiquement. Quand on regarde les compositions, on a des scènes qui s'inspirent du décor des tombes de l'élite, avec des effets de transparence comme dans la peinture sophistiquée des tombes de l'élite. Mais si on utilise notre critère égyptologique de base, qui est l'étude des inscriptions, on se rend compte que là, ça devient un petit peu plus compliqué. Vous avez des vipères qui ont mangé trop de gâteaux, et puis vous avez des fautes d'orthographe. Par exemple, quand on évoque Mérite, l'épouse de Kha, eh bien, c'est Senetef Meretef, sauf que le N et le F dans Senetef a été omis. Donc c'est quelqu'un qui a recopié un brouillon, qui ne sait pas ce qu'il recopie, qui ne peut pas le lire linguistiquement et qui donc est prompt à faire ce genre de fautes. Et à nouveau, Madame Vendier d'Abadi, dans sa publication de la tombe, avait repéré ce type de fautes dans le reste du mobilier et du système de la tombe. Donc la théorie de Der el-Médineh... pardon, je reviens en arrière. La théorie de Der el-Médineh nous apporte quand même pas mal d'informations. La première chose qui est vraiment extrêmement importante, les spécialistes de Der el-Médineh qui sont dans la salle le savent très bien, mais on a tendance à l'oublier. On regarde Der el-Médineh à travers la documentation de la fin de l'histoire de Der el-Médineh et même souvent de la 20e dynastie. Cette institution a duré un demi-millénaire et elle a terriblement évolué avec le temps. Et manifestement, avant la réforme de l'institution sous Horemheb, jusqu'à l'époque amarnienne, on a affaire à une autre forme de communauté et un niveau éducationnel différent des peintres de cette communauté. Cette évolution de Der el-Médineh nous montre que les pôles de compétences artistiques peuvent bouger avec le temps. Donc on a vu qu'il y a un pôle de compétences artistiques clairement dans le Père Imen, dont dépend d'ailleurs Der el-Médineh, soit dit en passant, avec les signatures de peintres dans les tombes de la 18e dynastie. On voit qu'à la 20e dynastie, pour aller chercher des bons peintres savants, c'est à Der el-Médineh qu'on va les chercher. Parce que, manifestement, à Karnak, c'est peut-être plus tout à fait le bon lieu où aller chercher les bons peintres.
Même dans le cas très particulier de Der El Médine, les artistes peuvent être amenés à se déplacer en fonction de leurs missions artistiques. C'est quelque chose qu'on a vu tout au long de ce cycle de conférences. Les artistes égyptiens voyagent énormément en fonction de missions artistiques qui peuvent être des missions royales ou des missions privées. Et comme je parle du domaine d'Amon, j'attire votre attention ici sur la stèle du sculpteur d'Amon Amenhotep qui est conservée au Manchester Museum, donc en Angleterre, découverte par Petrie, mais qui a été découverte à Nagada, à Ombos, c'est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres de Thèbes, qui montre que de temps en temps, quand le roi a besoin, il prend ses troupes d'artistes et il les envoie travailler ailleurs. Et un autre exemple d'une stèle à nouveau du musée du Louvre, je n'en connais pas de photos, et il n'y a pas de photos sur le site web du musée du Louvre, donc je vous montre une transcription hiéroglyphique tirée des Urkundenvier, qui mentionne un chef sculpteur d'Amon, Amenemopé, qui a travaillé à Abydos, comme son second titre le précise, sous le règne de Haï. Et c'est un principe qui est valable pour toute l'histoire égyptienne. J'ai très peu parlé du premier millénaire, étant donné ma spécialisation, mais on a aussi des traces en démotique qui montrent que ces artistes sont envoyés en fonction de contrats. Donc, des artistes qui circulent même dans le cas très particulier de Der El Médine, où on essayait, comme vous le savez, de les cloisonner pour qu'ils ne révèlent pas les secrets dont ils étaient détenteurs concernant la dernière demeure du souverain. On constate aussi que le niveau de compétence qui est nécessaire pour réaliser la décoration, encore une répétition, désolé, réaliser la décoration des tombes de l'élite était très élevé. Et sous la XVIIIe dynastie, désolé de le constater, les artistes de Der El Médine n'avaient pas ce niveau d'autonomie artistique pour pouvoir revendiquer la décoration des tombes de l'élite thébaine. Et donc il faut oublier en fait cette théorie de Der El Médine, même si elle nous apporte énormément d'informations sur le fonctionnement des artistes et des peintres à l'époque. Alors il reste bien sûr l'analyse des tombes thébaines elles-mêmes, qui est un peu plus encore mon domaine, j'ai envie de dire, en tant qu'historien de l'art, de faire parler les œuvres qui recèlent de toute une série de stigmates, d'éléments qui nous permettent de répondre à cette question de l'identité des peintres responsables de la décoration des tombes de l'élite à Thèbes sous la XVIIIe dynastie. Alors on l'a vu un peu plus tôt, dans la tombe 75 d'Amenhotep VI, on a des réminiscences, des compositions qui résonnent très fortement avec le décor des temples, puisque ici, je pense, très sérieusement, même si je ne peux pas le prouver, mais en fonction du principe du rasoir d'Occam, avec toutes les données qu'on a sur ce peintre Ouserat, responsable de la décoration de la tombe d'Amenhotep VI, on a en fait affaire à l'un des meilleurs peintres de Karnak à l'époque, qui a travaillé pour Amenhotep VI pour concevoir le concept iconographique, la base du décor de la cour des fêtes de Toutmoses IV, et Amenhotep VI l'a détourné en quelque sorte pour travailler dans sa propre tombe et développer le programme que j'évoquais tout à l'heure, son programme d'autothématisation, où c'est lui qui supervise la réalisation des objets, il les présente au roi, le roi les présente aux dieux, c'est comme si c'était lui qui les présentait, Amenhotep VI, au dieu Amon, son patron divin en quelque sorte. Alors, des cas comme ça de convergence, notamment en termes de composition, mais aussi thématiquement entre des tombes de la XVIIIe dynastie et des temples contemporains, on en a plein. On en a plein, qui montrent que la culture visuelle entre les deux types de production est commune, et vous avez compris évidemment mon hypothèse, c'est qu'elle est commune parce qu'elle est réalisée par les mêmes acteurs. Alors je cite ici une étude de ma collègue et amie Anastasia Stupko-Lubinska de Varsovie, publiée en 2013, où elle soulignait des cas de convergence à la fois de composition décorative, mais aussi de thèmes, entre la tombe de Pouhi Emre, qui est un prédécesseur d'Amenhotep VI, second prophète ou grand prêtre d'Amon sous Hatshepsut, et le temple de sa patronne, Hatshepsut, à Der el-Bahari. Alors le problème est de savoir qui influence qui, je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais il est assez probable que les personnes qui proposaient des programmes décoratifs aux souverains, ici en l'occurrence à Hatshepsut, c'était des gens du type de Pouhi Emre ou d'Amenhotep VI, et qu'en fait c'est peut-être dans le sens du commanditaire de l'élite vers la royauté que l'influence se fait et non l'inverse. Mais en attendant, il y a une convergence très forte entre les programmes décoratifs des tombes et les programmes décoratifs des monuments royaux.
Par ailleurs, pour la tombe de Pouilly-Aimeret, c'est un cas assez intéressant parce qu'on a des ostracas qui viennent de la fouille de cette tombe, une vieille fouille publiée donc, par Davis, où on a des ostracas qui nous permettent de voir avec quel type de brouillon ils fonctionnaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parfois faire la connexion avec des reliefs. La tombe est assez mal conservée. Et vous pouvez le voir ici, en fait, donc vous avez une course à la rame et une scène d'offrande avec un faucon sur son pavot. On retrouve ça dans un style graphique très linéaire, très condensé. C'est ce que j'avais appelé précédemment la compression JPEG. Donc on comprime l'information et pour pouvoir la décomprimer, évidemment, la décompresser, cette information, ça nécessite une maîtrise parfaite du répertoire. Il faut savoir comment combler les manques dans cette version extrêmement condensée. Donc ça présuppose une expertise dans ce type de décoration, la manière même dont ils encodent en fait les informations. Par ailleurs, on a de très nombreux cas de détournement en fait, de motifs. Des motifs qui sont connus dans l'iconographie royale, qu'on retrouve resémantisés, refonctionnalisés dans la décoration des tombes privées. Donc vous avez ici le motif qu'on a parfois appelé du kiosque royal, en égyptien la hemsit nizut, il y a un sitting royal, le roi donne une audience et va décréter quelque chose. Et depuis l'Ancien Empire, ça se fait dans un kiosque, un dé, qu'à mon avis on ne pratiquait plus au Nouvel Empire, mais c'est une formule qui est très figée et qu'on trouve évidemment sur les murs des temples dès la 6e dynastie au moins, à ma connaissance. Ce motif revient très à la mode dans les tombes des particuliers, où en fait le particulier va développer l'idée qu'il y a une audience royale, mais pas pour un décret pour la nation, c'est pour moi qui suis tellement important aux yeux du roi qu'il fait une audience royale. Et donc vous retrouvez ce motif qui est détourné non pas avec un décret royal, mais avec la présentation de cadeaux, une interaction entre le propriétaire de la tombe et le souverain. Et ces images, vous voyez, c'est le spot de lumière naturelle, sont les premiers tableaux que vous voyez quand vous rentrez en fait dans ces tombes. Donc c'est une manière d'indexer le prestige en fait des propriétaires de ces tombes. Et dans certains cas, la métaphore, j'ai envie de dire, la réutilisation va très très loin. Et je ferai référence ici aux travaux de mon collègue et ami Andreas Stauder, qui a travaillé sur ce type d'inscription, d'institutionnalisation d'un dignitaire dans sa fonction. Comme, donc ici, on est dans la tombe 85 du général Amenemeb, un vétéran de l'époque de Thoutmôsis III, qui se met en présence de Thoutmôsis III, mais la tombe date de l'époque d'Amenhotep II. Et en fait, là, vous avez un long texte qui est pratiquement impossible à lire, comme Andreas Stauder le soulignait. Vous allez avoir un torticolis après quelques colonnes parce qu'il faut lire de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. C'est pas possible de lire, mais en fait, c'est l'idée de ces décrets royaux qu'on voit sur les façades des temples, sur les murs extérieurs des temples, mais qui est appliqué ici à la mise en place ou la récompense de Amenemeb, qui était un proche du roi. Et c'est ça, évidemment, le message qu'il veut faire passer. À nouveau, pour réaliser ce type d'adaptation, il faut connaître les codes de l'art égyptien, avoir une plasticité, une autonomie artistique très très grande. Si on se retourne, il y avait un gros spot lumineux, si on se retourne, on a le fameux linteau où Amenemeb chasse la hyène, ce à quoi il est fait référence dans le texte qu'on vient de voir. Alors, je prends une image de Davis qui est un petit peu plus lisible. Et là aussi, en fait, le peintre a pris des éléments qui préexistent, comme par exemple la chasse à la hyène, c'est un motif qu'on trouve au moins dès la 5e dynastie avec le temple de la pyramide de Saouré à Abou Sir. On reprend ces motifs-là pour les adapter aux propos spécifiques du commanditaire. Ça nécessite évidemment une capacité et une plasticité artistique très grande. Ça nous montre aussi que l'inspiration de l'iconographie des temples royaux et les connexions avec cette iconographie peuvent se faire à longue distance géographique bien sûr, mais aussi temporelle ou chronologique. Les artistes égyptiens, en vertu du principe d'intericonicité, vont chercher dans leur tradition artistique tout ce qui est nécessaire pour pouvoir développer un discours artistique spécifiques à leurs commanditaires. Et j'en viens maintenant aux travaux sur les pratiques picturales, qui est quelque chose qu'on a essayé de développer avec mon équipe à l'Université de Liège, en essayant d'avoir un regard qu'on a souvent qualifié d'archéologie de l'art, c'est-à-dire de prendre ces œuvres en fait comme une sorte de stratigraphie, de fixation matérielle du temps qui s'est écoulé et qui garde des stigmates que l'on peut interpréter. Donc ici, voilà, je fais varier un tout petit peu la lumière et vous voyez qu'en passant en lumière rasante, en fait, on peut suivre tous les coups de pinceau du peintre et on peut aller dans l'intimité, comme disait l'un de mes collaborateurs, Hugues Tavier, dans l'intimité du peintre
pour reconstituer ces gestes. Et ce sont ces gestes qui sont évidemment la source des formes qu'il va produire, mais qui font aussi la signature, parce que ces œuvres sont assez complexes à réaliser, la séquence de gestes est trop complexe pour qu'elle soit la même d'un individu à l'autre. Quand on arrive à la suivre avec suffisamment de précision, en fait on sait suivre des peintres, et on sait faire ce que j'appelle du profilage artistique, pas criminologique, mais artistique ici. Les artistes ne sont pas des criminels, sauf certains dans l'histoire de l'art, mais pas ceux dont je traite ici. Alors un tout petit mot sur la concession de la mission archéologique belge dans la nécropole thébaine qui concerne principalement 3 tombes, la tombe thébaine 96 de Sennefer, la tombe thébaine 29 de son cousin et très proche le vizir Amenemopé, qui sont absolument contemporains. Ce sont 2 tombes où les 2 propriétaires ont décidé de créer des rimes plastiques entre les 2 tombes, c'était extrêmement intéressant. Donc sur la même paroi, vous avez un programme décoratif qui évoque le propriétaire de la tombe à côté. Et puis depuis 2010, on a aussi la tombe C3 qui a été découverte un petit peu par hasard, mais qui fait partie du même environnement géographique, mais aussi chronologique et politique. Mais je veux surtout vous parler de 96 et 29, puisqu'il me reste à peu près un quart d'heure. Alors, la tombe 29 d'Amenemopé, ça a déjà été publié par Octavier et moi-même. On avait pu mettre en évidence que la salle du fond a été réalisée par un seul peintre, dont on peut suivre les tics de facture et montrer qu'en fait, il avait un assistant, mais il a travaillé tout seul. Ce qui est assez rare. Dans les tombes thébaines, en général, on a 2-3 mains, en général, pour une tombe, parce que ce sont des surfaces assez considérables à décorer. Alors depuis, on a pu montrer, étendre l'étude, c'est pas encore publié, mais montrer que ce peintre, il est actif dans toute la tombe inachevée d'Amenemopé, qui est une tombe assez gigantesque, c'est une tombe de vizir évidemment, c'est le successeur de Rekhmire, et on peut faire du profilage en fait de ce peintre. Et ça me permet de rappeler ce que j'avais déjà dit précédemment, en histoire de l'art, l'enjeu n'est pas de donner une étiquette nominative au peintre, comme si on était un jeu où on doit buzzer un jeu télévisé. L'idée, c'est de savoir qui sont en fait ces peintres au sein de la société. Alors, on peut aller dans des détails assez intéressants et très précis. Donc, par exemple, en fonction de la manière dont il pratique les gestes qu'on appelle automatiques ou répétés, eh bien, on peut détecter sa latéralité. Et ici, vous avez des sortes de hachures au pinceau qui dénoncent, enfin, qui montrent une latéralité de droitier. Donc moi, qui suis gaucher, si je faisais mes hachures, je les ferais dans le sens inverse. Et donc on peut dire que c'est un droitier. Et il y a quelques peintres qui sont gauchers dans la nécropole thébaine. Alors, parmi ces violons d'Ingres, il adore les animaux. Et donc, il va passer un temps fou à détailler des signes hiéroglyphiques qui peuvent être grands comme ceci, qui peuvent faire 5 cm de haut. Vous voyez le temps qu'il a pris pour faire les plumes du hiéroglyphe pas à droite, mais on retrouve aussi ça dans les scènes figurées. Par contre, les humains, il y va un petit peu plus vite, ça l'intéresse nettement moins, c'est beaucoup plus répétitif. Alors, il a des tics aussi, par exemple, comme il sait qu'il va pouvoir se reprendre, donc la tombe est inachevée, ce qui est absolument un délice pour l'historien de l'art, puisque ça nous permet de rentrer dans la facture de l'œuvre. On voit qu'il fait les profils avec un dessin très géométrique qu'il va reprendre avec les couches successives, et notamment, il a cette technique de faire une grosse tache blanche au niveau de l'œil, dont il va repréciser les contours par la suite. On le voit par exemple ici assez bien, et c'est assez systématique dans la tombe. Alors il peut s'appliquer très très fort, notamment ici sur le linteau que l'on voit à l'entrée de la tombe, et je pense que c'était une manière de mettre en scène sa capacité artistique. Il peut s'appliquer très fort dans le style très calligraphique de l'époque, de la fin du règne de Thoutmôsis III et même du règne d'Amenhotep II, puisque l'exemple que je vous livre à côté de la tombe 93 de Khénamon, il est séparé, il est plus récent d'une génération en fait. Donc on peut avoir ce style très calligraphique, mais de façon générale, il a un style beaucoup plus enlevé, beaucoup plus rapide, beaucoup plus pictural, comme vous le voyez ici sur ce grand portrait du père d'Amenemopé. Et c'est un style que j'ai parfois rapproché de celui de Rembrandt, pour souligner que aller vite en sachant comment se récupérer par la suite pour arriver à un beau produit fini, n'est pas un signe d'incompétence, au contraire, c'est le signe du grand maître qui sait comment il va, qui a déjà projeté en fait l'état final de son œuvre et qui sait comment il va y parvenir.
Alors il a toute une série de tics, par exemple, comme d'autres peintres, il peut retourner son pinceau et gratter dans la peinture encore fraîche certains éléments, comme le signe N, c'est assez fréquent. Et je peux vous dire aussi que ce peintre est un peintre lettré. Donc on peut analyser son programme décoratif, on peut reconstituer ses sources d'inspiration, c'est assez intéressant. Et ici, dans la scène de rituel sur le mur droit de la salle longue qui mène au lieu de culte du défunt, vous avez un petit schéma en haut à droite qui vous situe dans la tombe. En fait, il a reproduit une scène assez rare où le texte correspond aux tableaux qui sont en dessous à peu près. Donc à chaque fois, vous avez la scène « venir pour voir faire ceci ou cela ». Et donc il a commencé à faire ça, et puis il s'est rendu compte qu'il allait coincer quand il allait devoir terminer son texte au niveau de la figure du défunt, parce que le texte doit être plus long à cet endroit-là. Et là, d'ailleurs, c'est inachevé. Et quand on regarde de tout près, eh bien, au lieu d'avoir noté le nom du défunt et puis Maakeru, comme il convient dans les formules funéraires égyptiennes, il a dû broder, et donc il nous a inventé une petite fioriture, Iuf Kerouf Maa, qui veut dire la même chose, mais qui est une fioriture, une manière de broder sur le même thème, qui ne peut être faite que par un peintre qui est lettré. Et on a d'autres signes de cela, comme par exemple, dans la scène des devoirs du vizir, juste à main droite, en rentrant, on sait parfaitement, on a les brouillons intermédiaires, je vais le montrer dans un instant d'ailleurs, il a copié la scène et le texte dans la tombe de Rekhmire, qui est même pas 50 mètres plus bas, et il a inversé la composition, qui est un truc très habituel en histoire de l'art pour masquer en fait un cas de copie. Et donc la scène du vizir dans son bureau est exactement la même mais inversée, même le texte a été copié mais modifié. Et puis pour le texte des devoirs du vizir, qui est un texte très important en histoire de la philologie égyptienne, il a commencé à recopier ce qu'il avait chez Rekhmire grâce à des ostracas qu'on a pu retrouver, et puis il s'est rendu compte qu'il avait mal calculé sa disposition et qu'il ne pourrait pas faire 36 colonnes, mais seulement 30 colonnes. Et donc il a commencé à comprimer son texte et à comprimer les orthographes des mots, à prévoir des ostracas qui sont numérotés, vous le voyez peut-être là, qui sont numérotés pour segmenter son texte et arriver à ce que le texte tienne en 30 colonnes, avec le dernier signe dans le dernier quadrat de la dernière colonne, et ne pas se retrouver avec un texte qui s'arrête au milieu du chemin. Alors ce peintre, ce qui est aussi intéressant, c'est que sa façon de faire est tellement particulière qu'on l'a retrouvé dans plusieurs tombes, dans la tombe 84 de Yamunedjer, qui était héros du roi à la fin du règne de Thoutmôsis III, même époque, même type d'administration autour du palais. Il a ensuite travaillé maintenant, comme vous le savez, dans la tombe d'Amenémopé, tout seul. Et puis Amenémopé décède un peu inopinément au milieu du règne de Amenhotep II, et donc il va rejoindre l'équipe de la tombe 96, où nous travaillons aussi par chance, c'est-à-dire la tombe de Sénéfer. Alors vous connaissez tous évidemment cette tombe, la fameuse tombe aux vignes. On visite le caveau décoré, qui est le premier caveau décoré figuratif de l'époque, où Sénéfer a voulu faire quelque chose de très particulier. Et Sénéfer était manifestement très très ambitieux, puisque la chapelle qui est au-dessus, vous voyez ici avec mon collègue Laurent Bavet qui vous fait un peu l'échelle à l'entrée, c'est une tombe absolument gigantesque, puisque, je vous fais apparaître ici les dimensions, elle fait presque 30 mètres de profondeur, on est à 4 mètres sous plafond systématiquement dans toute la tombe, et la salle large fait 14 mètres 30, donc c'est gigantesque. Par ailleurs, Sénéfer a essayé d'imiter certains dispositifs de la tombe d'Amenhotep II dans la vallée des rois, avec une chambre sépulcrale à piliers, mais aussi une chambre commémorative à piliers qui se répondent, et un programme statuaire dans lequel je ne peux pas rentrer, qui est extrêmement sophistiqué. Donc il faut retenir que c'est une tombe très sophistiquée, très investie par son propriétaire, et on sait que ce propriétaire était tout le temps sur le dos de ses artistes, parce qu'on a des traces de reprise en fait du décor. Et donc ici, vous avez les 6 phases principales de réalisation de la tombe qui nous permettent en fait de séquencer dans quel ordre les éléments ont été réalisés, chaque fois ce qui est en rouge sur l'écran. Alors cette chronologie, avec un patron manifestement très exigeant, elle est très intéressante pour nous parce qu'elle permet de suivre en fait comment le processus de décoration a été mené. Et on a pu découvrir, c'est la découverte d'une des collaboratrices du projet, Gabrielle Picke, qui est égyptologue au Reichsengelhorn Museum de Mannheim, qui, en travaillant avec une loupe sur ces vestiges de peinture, s'est rendu compte que donc, sur la paroi à main droite de la salle longue, si vous divisez la paroi en deux, ce que le peintre a fait, donc on est juste à 4,75 m de la porte de chaque côté, vous avez une ligne bleue en fait, qui sépare. Si on zoome, donc on prend la loupe, on va un petit peu regarder de plus près,
on zoome encore, eh bien, sous la couche picturale et sur l'enduit pictural, vous avez un petit pictogramme qui représente le hiéroglyphe que nous appelons sourd, le personnage qui porte une coupe à la bouche, qui est vraiment un pictogramme, parce que normalement, ça ne s'écrit pas de façon idéographique en égyptien, il faudrait des compléments phonétiques. Donc c'est une manière de communiquer l'information qui est très visuelle par quelqu'un qui sait écrire. Pour écrire ce signe-là comme ça, c'est une main qui sait écrire. Et il faut rappeler que juste à côté, évidemment, vous avez la scène de banquet. Donc c'est un encodage iconographique de la scène. Et on retrouve ça d'ailleurs pour le jardin d'Amon, puisqu'on a un encodage arbre-plante, qui est à l'entrée du fameux jardin d'Amon dans la tombe 96A de Sénéfer, recopiée par Ippolito Rossellini lorsqu'il accompagnait Jean-François Champollion sur place. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ces deux pictogrammes, ils correspondent à des phases décoratives différentes de la tombe. Ça veut dire qu'ils ont été établis à l'avance et qu'on peut imaginer qu'à un stade préliminaire de la tombe, lorsqu'elle est creusée, alors on n'avait pas encore décaissé le sol, parce qu'on va trouver que ce n'est pas assez profond, on n'avait pas encore décaissé le sol, mais toutes les parois sont lissées. Notre peintre est venu à annoter le programme décoratif en disant là il y aura ceci, là il y aura cela, sous une forme, je ne vais pas dire cryptique, mais en tout cas condensée, et à n'en pas douter avec Sénéfer, qui, je vous ai dit, tout le temps sur le dos de ces artistes. Alors les deux cas sont très, très intéressants à mettre en parallèle, Amenémopé d'un côté et Sénéfer de l'autre, parce que Amenémopé, il a misé sur un et un seul artiste. Un artiste qui, à l'époque, était très moderne. Il y a une façon de faire qui anticipe sur l'évolution de l'histoire de l'art égyptien. C'est quelqu'un de moderne. J'ai pris ici Rembrandt pour le symboliser. Tandis que Sénéfer, lui, il a préféré avoir une tombe qui est plus calligraphique, qui est plus traditionnelle. J'ai pris Van Eyck. Mais la stratégie artistique est différente. Amenémopé a voulu avoir un artiste moderne pour que sa tombe ressorte de l'ordinaire, tandis que Sénéfer, il voulait un projet gigantesque, et donc il s'est un petit peu calé sur le modèle royal avec un programme qui est établi à l'avance, où il pouvait changer de peintre. Et si vous regardez sur mon schéma, vous constaterez peut-être que vous avez Painter A, Painter B, Painter C. On a en fait plusieurs marques de peintres. On en a au moins une dizaine dans cette tombe, et c'était possible parce qu'il avait un programme qui était finalisé dès le départ, en fait. Et donc ça permet de changer, les peintres sont interchangeables, alors qu'Amenémopé, lui, il a misé sur un peintre moderne, mais il mise très lourd, évidemment, parce que s'il se passe un problème, si le peintre décède ou si lui décède, la tombe reste inachevée. C'est le cas de la tombe 29, par contre, la tombe 96, c'est une des rares tombes, malgré son gigantisme, qui a été achevée dans la nécropole thébaine. Alors je pense qu'il est temps de conclure maintenant à la fois cette leçon et le cycle de conférences. Le premier élément de conclusion, je crois qu'en fait c'est une règle qu'on connaît tous, qu'on vient encore de voir avec la crise pétrolière en Iran, c'est la loi de l'offre et de la demande. La loi de l'offre et de la demande, il y a une offre artistique, il y a une demande artistique, et ça s'applique aussi en histoire de l'art. Et vous allez voir que se dégage de ceci en fait un modèle de fonctionnement de toute la production artistique. L'Égypte ancienne avait une capacité de production artistique qu'on peut vraiment qualifier de pharaonique, dans le double sens du terme, c'est-à-dire qu'elle appartient à Pharaon, et en même temps elle est gigantesque, elle est pharaonique dans ce sens. Mais dans la pratique, il y avait peu d'artistes qui étaient réellement autonomes et capables de créer des œuvres originales et adaptées au discours spécifique du commanditaire. Ces gens-là se comptent probablement sur les doigts des deux mains, voire d'une main, à une même époque, parce que ce sont des gens qui ont un niveau d'expertise extrêmement élevé. Et ça me rappelle cette hiérarchie en fait, des compétences que l'on a chez Hirtisen, notre voisin du Louvre, que j'ai presque envie d'appeler le principe d'Hirtisen, en fait, cette hiérarchie des compétences qui nous permet de hiérarchiser un peu les acteurs de la production artistique. Il y avait manifestement dans l'Égypte ancienne des centres de production artistique. Production artistique, j'entends par là à nouveau dans un double sens, pour la production des œuvres, mais aussi pour la production des artistes. Produire un artiste demande un investissement sociétal, il faut que quelqu'un soit déchargé d'autres tâches et d'autres corvées pour se consacrer toute sa vie à ça et développer en fait ses talents. Et ces centres de production artistique, dans toute l'histoire de l'art égyptien, on voit qu'ils sont monopolisés par le pouvoir central et ça a des conséquences très importantes évidemment. On avait aussi les artistes qui sont très mobiles selon les besoins artistiques, qu'ils soient du pharaon ou de son élite.
Et alors, j'ai envie de dire, et je conclurai comme ça, mes deux derniers points, comme dans le reste de l'histoire de l'art, il y avait une compétition, ou à tout le moins une émulation, mais je pense que c'est une vraie compétition, au sein des commanditaires, au sein de l'élite, pour employer les meilleurs artistes pour leurs projets personnels, pour leurs objectifs d'autothématisation. Je reprends ici le concept tasmanien de Selbsthematisierung, désolé pour le néologisme en français, d'autothématisation monumentale. Ils avaient besoin de pouvoir avoir accès à ces meilleurs artistes, et donc on voit qu'il y a une compétition dans les moyens pour y arriver. Et comme dans tout le reste de l'histoire de l'art aussi, on voit se mettre en place de véritables stratégies artistiques de la part des commanditaires. Et de ce fait, puisqu'il y a des stratégies de la part des commanditaires, il y a une marge de manœuvre pour les artistes qui peuvent déployer beaucoup d'autonomie artistique, à nouveau dans le double sens. Ils ont une plasticité de capacité, mais aussi ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre, comme j'espère vous l'avoir montré. Et donc je terminerai ici ce cycle de conférences. J'ai eu vraiment un immense plaisir à venir vous présenter à Paris au Collège de France, en espérant vous avoir convaincu à travers ce cycle que l'égyptologie doit absolument parler d'art et d'artistes pharaoniques. Merci beaucoup pour votre attention.